Bonjour à toutes et à tous. Merci énormément de vous joindre à nous aujourd'hui. Mon nom est Francis Desrochers, je suis président cofondateur chez Hello Darwin. J'ai la chance, l'honneur et le privilège d'être accueilli avec deux fabuleux collègues, Florence Chenel et Louis Mercier, nos experts en subvention puis en OBNL. Bonjour, comment ça va? Ça va super bien, comment ça va? On est excités? Vraiment. Parfait, merveilleux. Fait que je vous propose de faire un petit préambule. Puis après ça, le but pour nous, c'est d'être le plus concret possible. Si c'est votre première fois sur un webinaire avec nous, vous allez découvrir notre formule. On la veut la plus interactive possible. Sachez qu'à tout moment, on a un chat, un Q&A en fait, qui est disponible dans Zoom, où est-ce que vous pouvez poser vos questions. Je les vois ici sur l'écran, puis je peux vous interrompre respectueusement, évidemment, puis vous poser ces questions-là. On va parcourir l'application Hello Darwin, on va parcourir une présentation également, puis il va y avoir évidemment des discussion très organique aujourd'hui. Je veux vous avertir qu'on est beaucoup sur l'appel. Je crois qu'on est un peu plus que 1100 ou 1200 personnes. C'est un record officiellement du nombre d'inscriptions. Je pense que ça témoigne de l'importance de notre sujet aujourd'hui. Si vous nous connaissez déjà, vous savez que typiquement, le type de contenu ou de webinaire qu'on vient produire, c'est principalement adapté, je crois, aux entreprises privées. Fait que ça fait un peu plus de 3 ans qu'on est spécialisé dans des subventions, des fonds gouvernementaux en général. Puis on a toujours travaillé davantage avec des entreprises privées, sauf dans la dernière année, malgré qu'on ait eu une demande croissante d'organismes qui utilisaient nos outils, notre plateforme en ligne, ou qui nous posaient des questions tout simplement sur différents contenus qu'on avait. Fait qu'on sait que la demande, du moins, est là pour proposer ce contenu-là. La raison franche de pourquoi est-ce que c'est seulement après 3 ans qu'on commence à publier du contenu pour des OBNL, c'est que avant d'embarquer dans un marché, on veut s'assurer de bien le comprendre. Puis vous le savez sûrement, les OBNL ont un marché, entre guillemets, de subvention, un écosystème qui est très, très, très différent des PME. Là, je crois que avec l'expertise qu'on a amassée, puis dont vous êtes une preuve de cette expertise-là, vous deux, on se sent confiant là, d'apporter un contenu qui est super intéressant aujourd'hui. On a une plateforme qui est prête, qui a les bons filtres pour des organismes. On a ajouté beaucoup de composantes puis de modules qui sont spécifiques aux organismes qu'on va regarder aujourd'hui. Voilà. Je peux déjà partager la diapositive pour partir ça en force. Alors, je vous rappelle, au fur et à mesure, posez vos questions dans le Q&A. Après la présentation par courriel, vous allez recevoir le récapitulatif de la présentation avec le lien vidéo. Vous allez avoir tous les liens là, que vous avez besoin pour rentrer en contact avec nous ou débuter sur la plateforme. On a aussi une offre particulière là, pour des OBNL qu'on va parler un peu plus tôt. Alors voilà. En termes d'ordre du jour, donc, je vais faire un rapide survol de qui on est. On va parler de l'écosystème au niveau des fonds gouvernementaux, mais pour des OBNL. Parler de différentes subventions particulières qui sont fortes. Évidemment, il y a beaucoup de raisons puis de causes, du moins, qui sont supportées par les différents organismes ici. On va essayer d'en trouver qui sont le plus accessibles puis qui fit avec le plus de raisons sociales différentes. On va parler d'études de cas, on va vous montrer la plateforme. C'est à peu près ça. J'ai couvert l'ensemble? 100%. Parfait, merveilleux. OK, on commence avec quelques petites statistiques pour se mettre ça en bouche, juste l'état ou le contexte général. Fait que 40% des OBNL, puis ça, c'est une statistique de Stats Canada en 2024. Donc, 40% des OBNL étaient à risque de fermer à l'intérieur de 3 ans en 2024. Je pense que ce climat-là autant le recul des donateurs individuels au Canada dans les dernières années, il y a un paquet de facteurs économiques puis très macro qui viennent englober cette crainte-là dans le marché. Elle est réelle puis elle se fait sentir via des sondages. Mais de l'autre côté, 66% des OBNL disent que la compétition pour l'obtention des subventions est leur défi numéro 1, encore une fois, en 2024. Je pense qu'on arrive dans un point intéressant là, pour nous de prendre parole puis d'essayer de donner le plus d'outils possible aux organismes ou aux gestionnaires d'organismes pour être capables de s'arranger avec leurs propres subventions. Fait que pour moi, ça me rassure un peu qu'on a un sujet important. Quand on a trouvé ces statistiques-là, on a décidé de faire l'annonce du webinaire puis de commencer à vraiment s'y intéresser. Puis quand on a vu le nombre d'inscriptions puis de réponses puis de commentaires que ça a suscité, pour moi, c'était le fun de voir que je pense pas qu'on perd notre temps aujourd'hui. Mais c'est rassurant qu'il y ait des ressources qui soient disponibles pour ces organismes-là, parce que la réalité, c'est ça, c'est que la situation, elle est pas particulièrement rassurante. On le voit, 40% des OBNL qui sont à risque de fermer d'ici 3 ans. Moi, j'ai travaillé 4 ans comme gestionnaire d'OBNL, donc la réalité que vous vivez, je l'ai vécu pendant un bout, là, le pas savoir au 31 mars si j'allais avoir une job, ça, c'est quelque chose de très, très, très fréquent dans le milieu des OBNL.
Puis la réalité, en fait, c'est que la raison pour laquelle les OBNL compétitionnent sur les subventions, c'est parce que généralement, elles connaissent celles que leur milieu, leurs collègues d'autres organismes connaissent. Ouais. Et vont pas nécessairement chercher des programmes qui sont peut-être un peu moins connus et qui, des fois, même les sommes ne sont pas dépensées parce que les gens n'appliquent pas. Et donc, il y a définitivement des opportunités là, qui sont capitalisables pour les OBNL que j'espère qu'on sera capable de vous aider à aller chercher. Puis aligné avec ça, quelque chose que je vois souvent en rencontrant les clients OBNL, c'est qu'ils voient d'autres OBNL dans leur secteur disparaître autour d'eux. Puis ça, c'est autant aligné avec les chiffres qui ont été présentés par Francis que ça nous dit que ce niveau de compétition-là là, pour les fonds disponibles. Puis de moins en moins, on a de plus en plus orienté vers les projets et non pas la mission nécessairement. Fait que ça crée de plus en plus d'enjeux puis de compétition. Mm-hmm. Puis cet enjeu-là, on pourrait même défendre qu'elle se traduit aussi du côté des PME ou des entreprises privées également. C'est l'écosystème ou l'environnement dans lequel on est habitué de travailler essentiellement, nous, de trouver vraiment la perle rare puis de faire valoir des applications pour qu'elles soient acceptées pour nos clients ou les utilisateurs de notre plateforme. Maintenant qu'on poursuit, donc, qui sommes-nous? Bref aperçu. Donc, voilà, j'en ai parlé un peu au départ. On est fondé en 2017. On est une équipe d'à peu près 60 personnes à Montréal. On a des gens qui font du service à différentes entreprises qui viennent vraiment rédiger des demandes d'application de programmes de subvention pour elles. Mais on a également un gros volet numérique, données et produits qui a développé vraiment un outil pour être capable d'identifier les bonnes opportunités, de quel programme ou quelle fondation ou quel type de fonds est-ce que je pourrais aller chercher. Puis après ça, de maximiser les chances de se faire accepter lorsqu'on fait une demande. On a des milliers de programmes, des milliers de mandataires de programmes partout au Canada. Ça vient vraiment couvrir les différents paliers, là, que ce soit sectoriel ou municipal, provincial, fédéral. Il y a comme beaucoup de données qu'on a traitées. Puis bien évidemment, on a appliqué beaucoup d'intelligence d'affaires autour de ça, à savoir qu'est-ce qui fonctionne vraiment dans un programme. Quand tu viens appliquer sur tel programme, bien, nous, on est capable de prédire un peu ton taux d'acceptation en regardant bien, le type d'entreprise ou le type de raison sociale, la grosseur, le type de projet, l'envergure, un paquet de critères comme ça qu'on a été capable de dénicher via des demandes ou différents paliers gouvernementaux pour leur demander de nous donner les patterns d'acceptation ou les données brutes qu'on a comme transformées. Fait que je pense qu'on a acquis une intelligence vraiment intéressante. Le défi, ça a été, une fois qu'on l'a acquis, comment est-ce qu'on la matérialise là, pour les gens qui nous utilisent? Mais là, on est rendu là. Fait que, c'est une bonne nouvelle pour nous. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je devrais dire sur Hello Darwin? Ça couvre ça? Bien, tu as bien couvert ce qu'on offre, mais je pense qu'il y a une emphase qui peut être mise aussi sur ce qu'on fait pour se tenir à jour sur les différents programmes, les outils qu'on développe aussi dans cette orientation-là. C'est pas un produit qui est fini, c'est un produit qui se transforme en continu. Puis c'est ça aussi qui nous tient à cœur puis qu'on veut promouvoir. Oui, parce que je pense que le monde des incitatifs, des fonds en général, ben il bouge vite. Il y a des fonds qui apparaissent, il y a des annonces qui sont faites. Si t'es pas le premier à être au courant, ben probablement que tu perds un petit peu de compétitivité là-dessus. Puis effectivement, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé. Surtout dans le monde des OBNL, en fait, la durée moyenne d'un appel de projet pour les OBNL, c'est 6 semaines. Ça veut dire que si ça te prend 2 semaines à avoir l'information, mais tu viens de te couper le tiers de ton temps là, pour préparer ton dossier. Fait que, time is key, comme on dit. Qui veut nous parler de cette section-ci? Ben oui, parlons de l'écosystème des OBNL. Donc, Louis l'a mentionné un peu, le soutien gouvernemental ou le soutien en subvention là, aux OBNL, il vient sous 2 types de soutien. Donc, on a le soutien à la mission globale. Tout le monde aime le soutien à la mission globale. Personne n'en a assez. C'est un petit peu la réalité, là. C'est beaucoup le gouvernement provincial qui va en donner. C'est récurrent, c'est garanti, entre guillemets, dans la mesure où tant que le gouvernement continue de mettre de l'argent dans l'enveloppe, vous continuez à recevoir de l'argent, mais c'est de loin insuffisant, là. Généralement, on parle des fois, ça va couvrir peut-être le loyer de votre organisme, peut-être une personne à la permanence, 2 si vous êtes vraiment chanceux, mais définitivement, ce ne sera pas assez pour couvrir vos services. Et donc, pour financer les programmes et les services des organismes, on se tourne souvent vers les subventions par projet, qui pour certains organismes vont même être la principale source de financement. Si on regarde en santé et services sociaux, le financement par projet représente 40 à 50 % là, du financement des organismes, qui est quand même énorme.
terme. Par contre, c'est du financement qui est ponctuel. Comme on a discuté, échéance courte, hein, ça rouvre, ça ferme en 6 semaines, puis il faut que tu t'arranges, et c'est extrêmement compétitif. Donc, pour une enveloppe, par exemple, on a de la place pour 20 projets, ben, tu as 200 organisations qui vont déposer. Ça donne pas nécessairement là, de grandes chances de succès si ton dossier n'est pas vraiment béton. Puis un des enjeux aussi que ça vient causer pour les OBNL, c'est que souvent les enjeux qu'ils veulent essayer de régler sont les mêmes d'année en année. Mais la méthode de financement par projet fait en sorte qu'ils doivent tout le temps renouveler leur méthode pour régler ces enjeux-là, alors qu'ils ont peut-être déjà trouvé la bonne méthode. Oui, le same old fonctionne pas. Il faut qu'ils innovent constamment. Donc, elles viennent d'où, les subventions pour les OBNL? Ça, c'est la première question. Je pense que beaucoup parmi les gens qui nous écoutent connaissent les programmes gouvernementaux. Bon, il y en a 500, fait connaissent certains programmes gouvernementaux, mais il y a aussi des entreprises privées qui vont offrir des programmes de subvention aux OBNL. Il y a 11 000 fondations et plus au Canada qui en offrent. Un des gros problèmes en fait qu'on voit, c'est simplement ne pas les connaître. Puis c'est normal, là, personne ne peut connaître par cœur 12 000 différents programmes de financement. J'ai pas cette attente-là, je ne les connais pas non plus. Moi, j'essaye. T'essayes? nos outils les connaissent, mais les humains, à un certain point, on a des lacunes. Je manque de mégabytes de mémoire vive. Ces programmes-là, ben, ils vont tous viser des secteurs d'activité différentes, vont viser des problématiques différentes, des populations différentes, des structures d'organisation différentes, des types de projets différents. Et donc, le nerf de la guerre, en fait, c'est de trouver quel programme est adapté à votre projet. Parce qu'en fait, si on continue, un des problèmes que je vois fréquemment... En fait, bon, grand mandateur de support à la mission, si jamais vous ne recevez pas déjà du financement à la mission, sachez que généralement, toutes les raisons sociales, excepté certaines, ont accès à un financement à la mission. Donc, si vous êtes en santé et services sociaux, bien, c'est le programme de soutien aux organismes communautaires du ministère de la Santé. Si vous êtes en défense des droits, c'est le SACE qui est du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, et etc. Donc, si jamais vous n'avez pas présentement de financement à la mission, je vous recommande fortement de regarder quel ministère vient vous Parce soutenir. que, évidemment, tout ça devrait être accepté un peu par défaut, de surcroît, c'est ça? Ben, si vous êtes admissible, normalement, oui. Après ça, la question, c'est combien d'argent reste dans l'enveloppe, qu'est-ce qu'ils peuvent vous offrir. Ouais. C'est malheureusement jamais des sommes suffisantes, mais un 10, un 15, un 20... C'est comme un minimum à aller chercher, là. Oui, puis c'est des fonds qui sont non restrictifs. Donc là, on les attribue pour votre mission, vous les utilisez pour ce que vous avez besoin, versus du par projet qui est très centré sur... que j'ai une reddition de compte à faire qui va être probablement plus demandante dans le cas d'un projet. Okay. Et des objectifs à atteindre, contrairement au financement de la mission. Parfait. Je poursuis? Oui. Donc, comme je disais, là, un des gros problèmes au niveau des subventions, c'est vraiment la question de la recherche. La méthode principale des gens dans les OBNL, et je m'inclus lorsque j'étais gestionnaire d'OBNL, c'était ma méthode principale, c'était le bouche à oreille, donc parler à mes collègues de différents organismes, puis des recherches sur Google ou ChatGPT, ce qui peut sortir des choses intéressantes, mais la réalité, c'est que ça prend énormément de temps de trouver un programme adapté, alors qu'il y a des systèmes spécialisés, on pourra en parler plus tard, mais qui permettent de répertorier donc l'ensemble des programmes et de mieux filtrer pour trouver un programme qui est adapté à votre projet. Parce que souvent, ce qui va se passer, c'est que si je connais juste 15 programmes de subvention, ben à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de coller un projet pour chacun des programmes. Ce qui va faire en sorte que mon projet ne sera pas nécessairement adapté aux besoins de ma population, parce que je vais devoir le modifier pour qu'il fitte dans le programme. Puis, je ne serai pas non plus parfaitement aligné sur le programme lui-même, ce qui va réduire mes chances d'être accepté. Surtout avec les délais qu'on connaît là, pour les programmes qui vont de 6 semaines à des fois, si on découvre le programme à dernière minute, ça peut aller une semaine ou 2 semaines, puis c'est presque impossible de déposer un projet qui fait Exact. Donc, la meilleure pratique, en fait, c'est vraiment de décider en tant qu'organisme c'est quoi les projets que je veux faire et vraiment partir des besoins de ma population, avoir le bon projet, puis au travers de ces répertoires-là, aller trouver la bonne subvention. Parce que la réalité, c'est qu'il va y avoir quelque chose. Tu la connais peut-être juste pas, cette opportunité,
opportunité-là, mais il y a quelque chose qui va être adapté pour toi. Puis je pense que vraiment que tu sais, le manque de certitude qu'il va y avoir quelque chose, parce que tu sais, là c'est ce qu'on dit, ben, c'est ce qui fait en sorte que les dirigeants d'organismes vont modeler des projets puis faire, tu sais, essayer de faire fitter un carré dans un cercle, ce genre Ben oui. de choses-là. Fait que c'est clair. Puis tu sais, comme je disais, c'est pas le nombre de programmes d'opportunités qui manque, c'est vraiment d'être capable de faire le maillage d'une manière adéquate. Puis souvent, la plupart des sites ou des répertoires de subventions vont vraiment travailler sur des données statiques. Fait que tu es dans quelle région, c'est quoi la grosseur ou l'envergure que tu as, le type de projet, mais on n'est vraiment pas macro à regarder quel type de dépenses exactement serait éligible. Tu sais, il reste toute une autre partie qui est souvent laissée de côté dans ces outils-là. Nous, c'est quelque chose que je pense qu'on allie un peu le bon là-dedans, parce que je regarde les questions. Il y a beaucoup de questions sur OK, je suis tel type d'organisme, est-ce que j'ai accès à des subventions? On veut se numériser. Est-ce qu'il y a des programmes qui existent pour ça, que ce soit une transformation numérique, d'efficience, d'optimisation des processus à l'interne, ou juste commercialiser, refaire un site web, du marketing en ligne? Je pense qu'on devrait y venir, là, ces questions-là qui sont un peu plus spécifiques. Ce qui est sûr, c'est que dans l'outil qu'on a, bien évidemment, on peut trouver ces programmes-là en recherchant les différentes choses qui ont été mentionnées dans le Q&A, mais plus loin que ça, comme on sait que au final, oui, l'outil est bon, mais on préfère donner un genre de cours sur comment l'utiliser, puis comment est-ce que je devrais aligner ma stratégie de subvention avec ça. Ça vient avec des consultations, avec des gens qui peuvent aider à faire une genre de planification annuelle. Fait que, aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est qu'on va essayer de répondre à certaines questions spécifiques. Je pense que le but, c'est de le faire. Puis évidemment, on va prendre les questions qui reviennent le plus. Mais plus loin que ça, dans la plateforme, c'est aussi quelque chose qu'on fait, là, faire une recherche, faire un plan de match, tout ça. Il y a un code QR là, qui est disponible un peu partout dans la diapo. On va envoyer des informations pour cette offre-là. On pourrait y revenir à la fin. Est-ce qu'on va couvrir des subventions qui parlent de la numérisation, de la transformation numérique en général? On n'en a pas spécifiquement dans le PowerPoint là, qui parle de transformation numérique, là, mais quand on parle de transformation numérique, dans le monde des entreprises privées, on va dire transformation numérique. Dans le monde des OBNL, beaucoup, on va parler de renforcement de capacité, ce qui va inclure donc transformation numérique, ce qui va inclure renforcement des capacités en philanthropie, planification stratégique, etc. Donc, c'est différents termes qui viennent au bout du compte dire est-ce que c'est un projet qui vise la population que je dessert ou est-ce que c'est un projet qui vise à renforcer ma propre capacité comme organisme, donc à me gérer. Donc, de ce côté-là, pour ce qui est de transformation numérique, moi, je regarderais vraiment du côté renforcement de capacité, puis pour les programmes qui sont ouverts pour votre type de raison sociale. Parce qu'il y en a des choses comme ça. Mettons que j'ai embauché stagiaire, un étudiant, etc., qui va venir travailler sur ces projets-là, bien, il existe des subventions salariales pour ces gens-là. Il y a différentes aussi parties. On veut essayer le plus possible de décortiquer son grand projet. Mettons qu'on dit, OK, on veut se mettre à l'ère du temps, puis on veut intégrer l'IA, puis être numérique. Bien, ça signifie beaucoup de choses dans le concret. C'est peut-être des embauches, c'est peut-être de la formation, c'est peut-être de l'achat de solutions numériques. Il y a plein de choses là-dedans qu'on peut décortiquer. Puis nous, notre job, puis la job de la plateforme, c'est vraiment de cibler les bons programmes pour ces dépenses-là spécifiques. C'est de ne pas rester en surface. Parce que si probablement je ne fais que regarder est-ce qu'il y a quelque chose qui existe pour la transformation numérique, bien, c'est peut-être trop large, puis donc soit les résultats ne seront pas adéquats, en tout cas, je ne trouverai pas ce que je cherche probablement. Fait que l'art est vraiment dans la distinction des différentes dépenses, je crois, d'un grand projet. Mais parce que justement, comme tu dis, si on parle d'intégrer l'intelligence artificielle, est-ce que j'intègre une technologie qui est déjà existante? Est-ce que je fais du développement? Est-ce que je travaille en collaboration avec un centre de recherche pour développer une technologie qui est adaptée spécifiquement à mon type de besoin? Donc, toutes ces questions-là vont venir changer un peu la donne. Puis la raison pourquoi il y a 12 000 programmes, c'est justement parce qu'il y a un programme pour tout. La question, c'est qu'il faut le trouver. Et plus on est précis dans la définition de notre projet, plus on est clair dans ce qu'on veut faire, mais plus ça va être facile après ça de trouver le bon programme pour nous. Oui, parfait. J'achète ça à 100%. J'ai peut-être quelques petites questions que je pourrais vous poser parce que ça s'accumule. On est à plus de 20 questions déjà. OK. Au niveau des subventions puis des fondations, right? Je sais que dans la plateforme, on est à ajouter des milliers de fondations qui viennent offrir également des programmes. Est-ce qu'il y a une distinction particulière à faire dans le type de recherche ou dans comment est-ce que je devrais aborder les deux?
Ce qui va souvent se passer, c'est que les programmes gouvernementaux vont avoir des guides du demandeur qui sont extrêmement clairs, qui vont très, très, très précisément définir à qui est-ce que l'argent peut être offert, quel type de projet, quelles dépenses sont admissibles, etc. Dans le monde des fondations, là où c'est différent, c'est que c'est beaucoup une approche basée sur quelle est la mission de la fondation en soi. Puis après ça, dans son historique de dons, quel type de dons est-ce qu'elle donne à quel type d'organisme. C'est là où est-ce qu'on va être capable de trouver vraiment l'information sur est-ce que ça pourrait être admissible à nous. Il faut savoir aussi que les fondations, c'est une relation qui est philanthropique et qui est beaucoup donc basée sur la relation humaine. Donc, c'est pas juste j'ai un programme, il y a un formulaire d'application en ligne et j'applique pour recevoir des fonds. Il y a beaucoup un travail de facilitation de la relation, de rencontrer des gens à cette fondation-là, avoir leur buy-in un peu sur votre mission, sur votre projet, puis après ça, essayer de développer, de convertir cette relation-là en financement. Ouais. Donc, c'est une approche qui est différente dans la mesure où il y en a un qui est extrêmement normé, puis l'autre est beaucoup plus relationnel. Oui, c'est clair. Cet aspect relationnel-là aussi vient influencer le fait que pour les fondations, il y a beaucoup de fondations en fait qui supportent plusieurs types d'initiatives différentes dans des domaines différents aussi. C'est rare que tu vas avoir une fondation qui va, sur une période de temps vraiment longue, supporter juste une organisation ou un type de mission, en fait. Mais du même point, par contre, les fondations vont souvent aimer maintenir des relations à long terme. Si on a un succès, si en tant que fondation, j'ai un succès avec un programme auprès d'un donateur là, qui reçoit de l'argent de ma part, ben j'ai envie de continuer parce que l'organisme a fait ses preuves. Donc, il y a vraiment un moyen d'aller chercher plus de récurrence et plus donc de sécurité de revenus au travers des fondations, alors qu'au niveau du gouvernement, généralement, ben, on peut se permettre d'aller chercher des plus grandes sommes, mais qui sont moins garanties pour les cycles futurs de financement. Ben, moi, garanti, pas du tout garanti. Exact. C'est que le futur de financement. J'ai quelques questions là, au niveau de est-ce qu'on accompagne des OBNL ou comment est-ce que mettons, Grand Connect se compare à ce qu'on fait, tout ça. OK, je vais en prendre une à la volée. Besoin de savoir si Hello Darwin accompagne les OBNL à travers le monde à accéder au financement. Si oui, quelle est son approche méthodologique, les exigences, le préalable? La réponse est oui. Évidemment, il faut qu'on puisse avoir les programmes qui parlent de ces fonctions-là, mais je crois qu'on les a. Dans la plénitude de programmes qu'on a, je suis assez confiant qu'on les aurait. Puis évidemment, on va faire une démo de la plateforme, ça va donner un aperçu un peu plus clair de ça dans quelques minutes. Mais essentiellement, vous avez les étapes par étape sur comment appliquer sur ces subventions-là. C'est quoi les facteurs de succès basés sur des données antérieures? Par exemple, quel type d'organisme a déjà été financé par ça? Vous avez le nom, vous avez le site web. On est capable de faire des matrices pour regarder est-ce que vous fitez dans le profil du candidat idéal pour ce type de programme-là, qu'il y a beaucoup d'outils comme ça qu'on va vous montrer, fait que je dirais oui. Par rapport à Grand Connect, je reviens un peu sur ma comparaison. Là, je pense que Grand Connect, c'est un annuaire incroyable avec un paquet d'informations. À mon sens, c'est un annuaire, donc il faut feuilleter les pages, il faut trouver. Puis un peu dans ce que Florence puis Louis vous avez dit, l'art, à mon sens, ou à notre sens, c'est beaucoup plus dans le matchage, être capable de trouver le bon programme pour son projet, puis par la suite, d'appliquer sur ce projet-là d'une manière fluide en augmentant ses chances de se faire accepter. C'est là un peu ma comparaison entre l'annuaire puis le téléphone que nous, on a. C'est-à-dire qu'à mon sens, on a aussi l'annuaire, mais plus loin que ça, on est capable d'aller beaucoup plus loin là-dedans. Il y a aussi le fait que ça vient avec des consultations humaines qui vous aident à structurer vos projets ou à setter votre compte pour trouver les bons programmes, recevoir les alertes en temps réel, ce genre de choses-là. Fait que voilà, on va la regarder un peu plus tard, la plateforme. OK, puisqu'une organisation syndicale est considérée comme un OBNL, est-ce que vous accepteriez de servir ce type d'OBNL? La réponse est oui. Il y a différentes raisons sociales. On regroupe aujourd'hui le thème OBNL, mais je crois qu'on a genre 5 ou 6 déclinaisons de la raison sociale dans l'application parce qu'il y en a par exemple des programmes qui ne s'appliquent qu'à des coopératives ou à différents types d'organismes qui sont non privés. Aujourd'hui, on veut être le plus macro, large possible, mais évidemment, dans les filtres de la plateforme, c'est possible d'aller plus loin. Récemment, j'ai vu un programme qui justement visait spécifiquement là, les associations syndicales là, pour monter des programmes de formation en partenariat avec les employeurs. Donc, la réalité, c'est que
pas mal toutes les dénominations sociales ont accès, tous les types d'OBNL ont accès à un certain type de financement, que ce soit une association professionnelle, un syndicat, une chambre de commerce, une OBNL en santé et services sociaux. Pour vrai, sky's the limit, il y a des choses à faire. Donc, nous, à ce moment-là, si ça vous intéresse de faire ce parcours-là, d'aller faire cette étude-là, ben, je pense que moi, en tout cas, ça me ferait plaisir. Je pense que lui aussi, ça me ferait plaisir de vous accompagner. Ben oui. Parfait. Il y a énormément de questions qui sont spécifiques ou qui touchent l'application. Fait que je pense qu'on devrait continuer d'avancer. Quand on ira les présenter, on pourra voir s'il y a des choses qui n'ont pas été répondues. Je pense à la prochaine diapo, Florence. Oui. Merveilleux. Bon, on a parlé beaucoup que le financement, c'est principalement par projet. Et donc, une des questions qu'on pose souvent, c'est oui, mais qu'est-ce qui fait que c'est un bon projet puis qu'il y a des chances d'être accepté? Je pense que c'est important de passer un petit moment là, pour parler de ça. Donc, un bon projet, d'abord, il va vraiment venir d'une réflexion stratégique de votre organisme sur les besoins de votre population ou de votre organisation. La pire erreur, je pense, que les organisations font, puis que j'ai fait beaucoup, c'est partir de la subvention puis monter un projet en fonction. La meilleure pratique, c'est partir de tes propres besoins puis vraiment te diriger vers les programmes qui sont adaptés. J'ai peut-être une question. Je me mets à la place de nos auditeurs, puis je me dis, mais c'est le fun de partir du projet, là, mais comment j'ai la certitude qu'il y a un programme qui va apparaître magiquement pour mon projet dans le futur, là? Il y a 12 000 programmes qui sont disponibles. Il va y en avoir un, là, il va falloir le trouver. Puis ça peut demander du temps à le trouver. Avec des outils spécialisés comme notre plateforme, c'est beaucoup plus facile de bien filtrer. Parce que lorsqu'on est capable de bien définir notre projet, on est capable d'être clair sur quel est notre type de projet, quelle est la population qu'on dessert, quelles sont les activités qu'on veut réaliser. Puis à partir de là, ça va être beaucoup plus facile de filtrer ce type de financement-là. En effet. Puis on a aussi des systèmes d'alerte qui sont disponibles pour vous tenir au courant des programmes qui ouvrent. Aussitôt qu'on est au courant, on va scraper l'Internet pour dénicher ces programmes-là puis ces opportunités-là. On va même encore plus loin. Là. Florence, spécifiquement, a lancé un projet dans l'entreprise récemment qui est d'aller mettre de l'avant vos besoins, les besoins des OBNL, les besoins de nos clients auprès des gouvernements. Oui, de faire de la représentation avec les gouvernements. Oui, également. Puis, il y a beaucoup de questions là, sur comment est-ce que vous faites essentiellement pour savoir ces choses-là. Bien, la plupart des informations sont en ligne. Quand on pense, mettons, à tout ce qui est gouvernemental, il y a la loi de l'accès à l'information. C'est compliqué, essentiellement, de poser la question, d'obtenir les résultats. C'est surtout compliqué de digérer ces données-là parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de formats différents de PDF qu'on reçoit. Mais ben, c'est ça notre job, right? Fait que c'est ça qu'on a fait. Puis maintenant, on a littéralement des outils pour nous permettre d'analyser les résultats précédents. Même chose avec les fondations qui ont des avis annuels là, qui vont publier librement, publiquement sur leur site web. Fait qu'on s'abonne à ces choses-là, on met à jour nos données, puis on est capable de trouver des tendances essentiellement dans le type de fondation, le type de gagnant ou les récipiendaires de ces fonds-là pour être capable d'indiquer qu'est-ce qui pourrait être la suite dans le futur. C'est sûr que notre bon ami IA a joué un gros rôle dans l'ascension d'Hello Darwin en général dans le monde des subventions parce qu'il y a des entreprises, mettons on parle de Grand Connect, qui ont débuté bien avant l'IA, qui sont pris ou sont dans une structure du moins qui est beaucoup plus statique, probablement beaucoup plus rigide que celle avec laquelle est-ce que nous on a développé. Évidemment, c'est des hypothèses, cette chose-là, mais je sais que nous, notre manière a été très dans l'air du temps et très moderne, la manière qu'on modernise nos données ou qu'on vient les chercher. Fait que ça fait une différence. Je pense qu'on combine bien cette approche moderne-là avec le pouvoir aussi des gens qu'on a à l'interne pour aller contacter les mandataires, aller parler aux fondations, puis aller chercher de l'information directement à des personnes concernées. Exact. Je pense que si on avait juste lancé une plateforme tout court, on n'aurait pas eu le succès qu'on a. Qui vient suite à notre expertise humaine puis notre service humain qui est en plus ou du moins par-dessus la plateforme. Fait que ça, j'ai répondu à quelques questions là-dedans sur comment est-ce qu'on analyse les projets qui sont financés pour voir s'il y a un fit. Il y a des questions sur l'abonnement que je préférais peut-être y revenir. Est-ce qu'il existe un programme
qui permet de financer l'accès à vos services. Malheureusement, non. On travaille là-dessus quand même, mine de rien, parce qu'on a aidé des dizaines de milliers d'organisations. C'est encore drôle. Des fois, il y a certains programmes en renforcement de capacité qui vont pouvoir vous aider à augmenter vos capacités, à aller chercher des fonds. Puis là, il y a moyen de faire financer une certaine partie. Ça peut exister, je l'ai déjà vu être fait dans le passé. Surtout aussi au niveau de la formation. Donc, former vos équipes à bien utiliser ce type d'outils-là. Ça peut être financé. Je pense pas que ça ne sera pas financé de manière récurrente, par contre. Oui, exact. Ça fonctionne via licence. Puis si vous avez cliqué sur le lien QR qui apparaît, vous allez pouvoir le voir. Là, puis je pense qu'on va vous l'envoyer par courriel. Je ne crois pas qu'il y aurait un programme spécifique pour nous. Du moins, c'est pas comme ça qu'on le présente. De manière récurrente. Peut-être la première année dans un projet de renforcement de capacité, mais pas sur le long terme. Ouais. Poursuivons. OK, les erreurs à éviter dans le montage, j'irai assez rapidement là pour vraiment aller sur les programmes spécifiques, puis après ça, montrer l'application, puisque visiblement, le nombre de questions augmente. Ouais. Bon, j'ai déjà parlé de faire le projet selon le programme versus faire le programme, trouver le programme selon le projet, fait que je vais skipper. Au niveau de l'établissement, de la justification du projet, une erreur que je vois beaucoup, c'est faire un raisonnement circulaire. Par exemple, j'ai besoin de développer un service parce que j'ai pas ce service-là. Je suis vraiment désolé de le dire, mais ça convaincra personne. Le but d'une demande de subvention, il faut convaincre. Et on veut pour ça des données. Par exemple, ma population vit de manière démesurée ce problème-là. Les études démontrent que ce type de service-là permet de réduire de X l'exposition à cette problématique-là. Et donc, on veut mettre en place ce programme-là. Est beaucoup plus intéressant que de dire « je ne l'ai pas, mais je le veux ». Juste un petit guideline par rapport à ça. Encore une fois, dans la rédaction, vous ne vous adressez pas à des experts qui connaissent très bien votre problématique. Vous parlez à monsieur, madame, tout le monde qui travaille au gouvernement et qui lit des demandes de subventions tous les jours. Donc, parlez à un public général. Dites-vous que vous parlez à quelqu'un de secondaire 5 puis vous essayez de vulgariser votre problématique, ça va vous aider vraiment à créer quelque chose qui est plus engageant pour les bailleurs de fonds. Évidemment, ne jamais négliger les retombées économiques. Lorsque le gouvernement donne des sous, c'est pas juste des cadeaux pour les OBNL. Le gouvernement, ce qu'il veut, c'est je te donne de l'argent, mais je veux des retombées en échange. Et ça peut être, par exemple, augmenter le taux d'alphabétisation, ça peut être des emplois, etc. Donc, avoir des retombées chiffrées, ambitieuses, atteignables, mais surtout qui sont mesurables, c'est vraiment ça qui va vraiment faire passer un dossier de base à un excellent dossier. Puis finalement, encore une fois, le gouvernement donne de l'argent pour avoir quelque chose en retour. Donc, ne présentez pas seulement le projet comme étant bon pour vous, mais présentez comment c'est bon pour répondre à la mission de l'organisme qui vous finance. Ouais. OK, good. Beaucoup de questions. Puis, tu sais, mettons, on a parlé tantôt de transformation numérique. Tu sais, je sais que, mon succès numérique vient de réouvrir. Puis, tu sais, je regardais dans l'application qu'on a envoyé une alerte autour de ça. Ça, par exemple, ça serait un programme qui pourrait couvrir. Puis, ça a été confirmé, je pense, très récemment par le CCTT que ça réouvrait. Tu sais, je lis, mettons, ce qui est non admissible, c'est le site web, le SEO, dans les dépenses qui ont été ciblées, qui étaient non admissibles. Mais tout ce qui est amélioration de processus, procédés ou développement de produits ou solutions qui intègrent des technologies numériques. Ça couvre beaucoup de choses, ça. Ça serait accessible, puis c'est bon pour c'est jusqu'à 22 des 500, OBNL. si je me rappelle bien. C'est quand même un bon... Oui, exact. Ça, c'est des OBNL qui ont plus de 50% d'autofinancement ou des coopératives ou des mutuelles. Ça, c'est un exemple comme ça là, que j'ai trouvé, mais bref, on y reviendra. On passe maintenant au programme. Allons-y. Merveilleux. Programme. Je pense que tout le monde qui est dans l'appel a probablement déjà appliqué au moins une fois Employabilité Canada. Là, je pense que c'est la plus connue. Donc, je vais passer très rapidement dessus, là, mais c'est un programme fédéral qui vient couvrir jusqu'à 5 000 $ par employé qu'on embauche l'été pour embaucher un jeune. Puis ça, les gens le connaissent beaucoup. Mais il y en a un que les gens connaissent un peu moins qui s'appelle, puis on peut passer, qui s'appelle Accueillir un stagiaire, qui est un programme de la FCCQ, la Fédération des chambres de commerce du Québec, où est-ce qu'on peut aussi aller chercher de 5 à 7 000 pour un stagiaire, donc de niveau collégial ou universitaire. Donc, et ça, ce qui est le fun, c'est qu'on peut aller le chercher à chaque session. Contrairement à Emploi Été Canada, où est-ce que c'est juste pour la session d'été, mais là, on peut aller chercher, donc à l'été, à l'automne, à l'hiver, un stagiaire, ou en fait jusqu'à 50 si on veut, là, pour venir vous aider dans n'importe quel domaine. Ça, c'est accessible, c'est facile à faire. T'sais, il faut des pièces importantes, il faut être vraiment à l'affût des ouvertures, tout ça, mais techniquement, là, on s'entend que ça devrait être
tout le monde autour de l'appel va chercher ces C'est subventions-là. un des programmes les plus faciles à déposer. Ouais. Puis l'avantage aussi de cette structure-là, en fait, le budget vient du fédéral, puis il est distribué à différents organismes qui ont tous sensiblement les mêmes critères, la même structure, mais des orientations un petit peu différentes. Fait que c'est pas parce que vous trouvez un stagiaire, admettons, dans 2 semaines, que le programme Accueil un stagiaire est fermé, que vous n'avez pas l'opportunité d'aller appliquer à un autre programme qui ont les mêmes modalités. Là. Oui, exact. Fait que ça, je pense que ça vient un peu renforcer le point d'être... faut être au courant. Là. Il y a une pluralité de programmes. Si j'utilise tout le temps les mêmes programmes, mais forcément, un moment donné, je vais me ramasser dans un... Puis Employé Canada est très compétitif. C'est pas tout le monde qui est capable d'y avoir accès parce que l'enveloppe est limitée. Tandis qu'accueillir un stagiaire, mais c'est un programme qui est un peu moins compétitif. Ouais. La différence, c'est que généralement, il ouvre, il ferme après 3 semaines environ quand l'enveloppe est épuisée. Mais c'est un taux d'acceptation de... J'ai quasiment envie de dire 98 %. Ouais, exact. Est-ce qu'on va parler de subventions dans l'organisation d'événements ou ce genre de On n'en avait pas mis... création de campagne? Parfait. Pas dans le PowerPoint. OK, excellent. Poursuivons. Mais encore une fois, il y en a quelque part, ça c'est sûr. Ouais. Ah! Subvention MFOR, donc si vous allez chercher de la formation, on avait parlé un peu de renforcement de capacité, on avait parlé d'aller chercher de la formation pour améliorer les compétences de vos employés. Bien, MFOR, c'est le type de programme là, qui est vraiment très excellent pour ça. Donc, programme de Service Québec qui vient couvrir jusqu'à 100 000 $, jusqu'à 70 % des coûts éligibles de formation pour vos employés, que ce soit par exemple pour l'utilisation de nouveaux outils numériques. C'est un enlignement qui est quand même assez populaire là, chez Service Québec au niveau de ce programme-là. Donc, on va couvrir le salaire des formateurs, on va couvrir le salaire des employés qui reçoivent la formation, le déplacement des formateurs si c'est le cas, le matériel pédagogique, etc. Donc, si vous avez de la formation à donner à vos employés, pensez toujours à appeler votre conseiller chez Service Québec. Oui, exact. Puis ça, on a vraiment tout le guide étape par étape sur comment maximiser une application pour ce programme-là. Quoi dire, quoi ne pas dire. Exact, qui est très fort. Super. Merci, Florence. On poursuit? Ça, c'est un programme quand même pour les projets plus d'envergure, donc Fonds pour l'accessibilité. C'est un programme qui vient d'ouvrir, là, c'est pour ça qu'on l'a mis. Il a ouvert là, il ferme, si je me rappelle bien, au courant du mois de mars. Donc, 2 mois là, pour appliquer. C'est un programme pour venir... augmenter l'accessibilité de vos milieux. Donc, si, par exemple, là, votre organisme reçoit des gens ou a des employés qui sont en situation de handicap, bien, vous pouvez être admissible à une subvention pour, par exemple, installer un ascenseur, installer des rampes, adapter vos toilettes, etc., pour que ce soit accessible. C'est un programme qui est relativement complexe à aller chercher. C'est pas le plus user-friendly des programmes que j'ai vus dans ma vie, mais les montants sont sommes élevés. Extrêmement intéressants. Exact, c'est ça. Ouais, fait que, c'est sûr que quand tu t'entreprends ce type de projet-là, d'aller chercher ces fonds-là, tu veux t'assurer de ne pas perdre ton temps et que ça soit efficace. Ouais. All right. Étude de cas. Ben oui. Est-ce que tu nous montres ça sur l'écran? Tu peux passer à la prochaine slide, Parfait. dans le fond. Petite mise en situation, là, entreprise fictive qu'on a créée pour les biens de nous mettre en contexte dans l'application. Fait que c'est la Scène Plurielle, dans le fond, qui est une entreprise du secteur de la culture qui organise des pièces de théâtre. Elle a un revenu annuel de 1 million à 2 millions et elle est 100% dirigée par et pour des membres de la communauté 2SLGBTQ+. Dans le fond, on va sauter directement dans l'application. Là. On va pas Parfait. rester sur cette slide. C'est possible de partager l'écran de Louis. Yes. Question pour toi, Florence, en attendant. Est-ce que ça prend un minimum d'employés pour M4? Pour M4, un employé, techniquement, c'est suffisant. Parfait. Ah oui. Parfait. Il faut que ce soit des employés. Si c'est juste des bénévoles, ça marche pas. Oui, exact. Il faut que ce soit vraiment sur le payroll, d'une certaine manière. Parfait, Louis, on voit ton écran en ce moment. Génial. Donc, voici notre application. Vous avez ma belle tête à droite. C'est pour vous donner l'opportunité, là, une fois que vous êtes dans l'application, de prendre rendez-vous avec moi si jamais vous avez des questions, vous voulez des recommandations de programme, vous voulez parler de votre projet, que je vous oriente vers divers mandataires, organismes qui peuvent vous soutenir d'une manière ou d'une autre. Ce que j'aime bien faire dans ce type de rencontre-là, c'est développer sur vos projets, puis vous pousser là, dans la bonne direction pour aller chercher votre financement. Ensuite, l'outil que vous allez utiliser le plus sur notre application, c'est l'explorateur de subventions.
Donc ici, vous pouvez voir que j'ai déjà des filtres là, qui sont installés, qui sont dans le fond les informations que j'ai déjà fournies là, sur mon entreprise. On voit directement Emploi d'été Canada qui est recommandé. Mais si on veut avoir limité l'espèce de pollution de programmes qui ne sont pas nécessairement dirigés vers moi, on peut aller mettre plus de filtres. Par exemple, mettre ma structure de revenus. J'ai des revenus mixtes, mais ils sont inférieurs à 50 %. Mon secteur d'opération, ben, c'est la culture et les arts. On a plein d'options, là, dépendamment de vos orientations. Autant l'année de fondation, l'envergure, les groupes ciblés par l'organisation, évidemment la forme juridique exacte. Il y a un paquet de choses comme ça qui vont venir influencer les résultats que je vais avoir dans ma recherche. 100%. Oui. Je te laisse poursuivre. Puis une fois que vous avez défini votre projet, mis les fils que vous voulez, vous pouvez directement là, venir ici, explorer les programmes qui sont potentiellement intéressants pour vous. Si on va voir Emploi d'été Canada, en fait, on peut l'ajouter à nos favoris. Ce que ça va faire, c'est nous amener sur ce qu'on appelle la page d'application. Sur cette page-là, vous allez avoir différents modules. Le module central, en fait, c'est les étapes d'application. Fait qu'il y a toujours une portion qui est comme vérification de votre éligibilité vis-à-vis du programme. Ici, pour Emploi d'été Canada, il y a bien sûr l'éligibilité de votre organisation, mais il y a aussi l'éligibilité de l'étudiant ou de la personne que vous voulez recruter. Et si vous continuez là, petit à petit dans les étapes, vous allez avoir des formulaires à remplir. On va vous mettre les liens directement vers la plateforme. Ici, on fait même des modèles de formulaires quand il y a un portail sur lequel vous devez appliquer. Ça vous permet, d'avoir directement dans l'application un fichier qui vous permet de faciliter la reddition de compte pour le programme dans le futur. Quelque chose qui est le fun aussi, selon moi, ben, c'est évidemment toute la section de droite. Applications acceptées. Bon, là, j'ai vraiment l'ensemble des applications acceptées. Je sais pas, on en a combien pour ce cas-là spécifiquement. Il doit en avoir des dizaines de milliers. Des dizaines de milliers. Oui. Je vous conseille pas d'aller au travers de la liste, forcément. Mais avec ça, puis peut-être qu'on pourrait le montrer même juste, par exemple, sur Emploi d'été Canada, sur la page. Parce que ça, c'est vraiment le module... parce que ça, c'était vraiment le module qui était vraiment sur comment appliquer. Mais je pense qu'il y a aussi la page qui détaille essentiellement Emploi d'été Canada. Fait qu'on pourrait revenir. Parce que là, en ce moment, on ne voit plus ton écran. sais. OK, je sais. parfait. Ce que je vous dirais, puis j'ai eu d'autres questions en attendant. Fait une des questions que j'avais, c'est au niveau de la subvention en stagiaire, est-ce que j'ai besoin d'avoir embauché le stagiaire pour faire la demande? Il faut avoir choisi ton stagiaire, donc il faut avoir déjà un contrat de stage avec la personne. Mais au niveau de est-ce que la personne doit avoir déjà commencé, est-ce que au niveau des dates, dans le fond, ce qui est important, c'est qu'il faut simplement que la majorité du stage se produise durant la période d'admissibilité. Okay. Par exemple, si je voulais faire le stage maintenant pour la session d'hiver, mais si le stagiaire a commencé en décembre puis qu'il finit en mars, bien, la majorité de mon stage est dans la période d'admissibilité, donc c'est correct. Si je veux qu'il commence en février, qu'il finisse en mai, la majorité de mon stage est dans cette période-là, donc ça fonctionne. Donc il y a quand même beaucoup de flexibilité là, clairement. Au niveau de ça. Mais oui, il faut avoir une personne déjà. Puis il y avait une autre question qui est un peu liée à ça, c'est si j'utilise juste des travailleurs autonomes, est-ce que ce serait peut-être même recommandé d'avoir des employés sur le payroll? Ça, je vous dirais, ultimement, ça dépend d'un paquet d'autres facteurs, pas juste cette subvention-là ou l'accessibilité aux subventions. Mais un des facteurs pour moi, puis un des outils qu'on pourrait peut-être même montrer, c'est vraiment notre assistant IA qui est capable de régler ce type de... qui va vous calculer le retour espéré que vous auriez avec un employé via telle subvention, qui va comparer le coût que vous avez, puis qui va entrer d'autres facteurs aussi là-dedans. On pourrait y revenir. Est-ce qu'on est correct à revenir? C'est en processus. Mais en attendant, c'est sûr qu'au niveau de la question travailleur autonome versus employé, sachez que contrairement aux entreprises où est-ce que la majorité de ce qui est financé va être financé par rapport à des honoraires professionnels, dans le cadre des OBNL, en fait, c'est beaucoup les salaires des employés liés aux différents projets qui vont être couverts. Les honoraires le seront aussi, mais généralement, si tu as plus d'honoraires que de salaires dans ton projet, il y a des questions qui vont se faire poser. Donc, il peut y avoir un avantage, évidemment, toujours dépendamment du projet, mais il peut souvent y avoir des avantages à avoir les employés sur le payroll plutôt que en consultant.
OK, good. J'ai une question. Tu sais, la plateforme, est-ce qu'elle permet-elle de filtrer les programmes accessibles pour des regroupements d'organismes communautaires, mettons un projet avec une portée provinciale? Parce que bien souvent, bon, les programmes sont couverts uniquement pour les OBNL qui offrent des services directement à la population. Est-ce qu'il y a aussi des associations, mettons, des regroupements d'organismes? On n'a pas le filtre, mais ça pourrait être une bonne idée. En fait, un des trucs aussi que j'amène à notre équipe de développeurs, c'est des idées comme ça qui viennent de notre clientèle. Ouais. Mais un fil qu'on a, c'est vraiment la scale ou l'envergure. L'envergure. Ouais. Attention à ton français. Oui, Francis. L'envergure des projets que vous soumettez, fait qu'il y a une envergure municipale, nationale, à l'échelle de la province ou même à l'international. Ça, je pense vraiment que tout l'aspect, mettons, un peu comme tu dis, qui est peut-être pas couvert à l'heure actuelle dans la plateforme, c'est quand même quelque chose qu'on pourrait couvrir, entre guillemets, via l'accompagnement que toi et ton équipe êtes capable de faire avec les clients. Parce que, comme je dis, la plateforme, essentiellement, on la présente souvent comme étant la canne à pêche, mais puis les programmes, c'est peut-être les poissons qu'on va pêcher. Ce qui est sûr, par contre, c'est que si tu sais pas comment pêcher, si tu n'as pas le cours, puis si tu n'as pas toute la connaissance de comment utiliser cet outil-là, tu maximiseras pas la valeur. Puis c'est pour ça qu'on a vraiment un service qui est offert par notre merveilleux Louis, entre autres, pour ça. Je peux répondre sur la question, est-ce qu'il y aurait des programmes pour ce type d'organisme-là? La réponse, c'est oui. Je peux d'ailleurs déjà dans ma tête en penser à un, par exemple, la Fondation André-Lucie Chagnon aime beaucoup financer les réseaux québécois d'organismes qui travaillent, par exemple, pour l'accès à l'espace public, l'accès à la démocratie. Donc, c'est un type d'exemple dans ce cas-ci, fondation qui offre du soutien. Donc, est-ce qu'il en existe? Absolument. Encore une fois, c'est toujours la question de trouver le bon pour le bon projet. Tu sais, mettons, j'avais une question, puis après ça, on y revient. Là. Je suis désolé, je sais que ça a été coupé. OK, si j'ai un OBNL qui offre des programmes pour les jeunes à travers le sport, mon secteur d'activité, est-ce que je devrais mettre sport ou organisation pour enfants et jeunes? La réponse est probablement de tester les deux. La réalité, c'est que je pense que comme n'importe quel outil de recherche, il faut faire de la recherche. Après ça, si on utilise l'assistant IA, on peut lui demander de regarder les deux, puis si on veut être paresseux, entre guillemets, puis pas chercher par nous-mêmes. Mais on vous recommanderait d'utiliser les deux filtres parce que les deux vont potentiellement couvrir différentes opportunités, puis ça serait bon de considérer les deux. Là. En fait, parce qu'à ce moment-là, c'est que cette organisation-là, sa population visée, ce sont les jeunes. Fait que là, dans la population, la problématique qu'on vit, c'est les saines habitudes de vie, le sport, l'activité physique. Donc, c'est deux conjoncture des deux, je comprends. Donc, on veut vraiment, en fait, mettre les deux idéalement, puis on va pouvoir être admissible au programme pour la jeunesse, on va pouvoir être admissible au programme pour l'activité physique, puis les deux vont venir se joindre de manière très imbriquée. Sur une base plus technique, on a pensé à ça, c'est un multi-select. Donc, je peux en sélectionner plusieurs. Exact. Merci, Louis, pour ça. Je dirais toujours, en fait, élargissez vos filtres, puis regardez plus de programmes plutôt que d'essayer d'être trop restreint. 100%, surtout au départ, à mon sens. Louis, es-tu prêt? Oui. Veux-tu nous présenter ça? On revient à la page de programme, dans le fond, d'Emploi d'été Canada. L'élément principal, c'est beaucoup d'informations sur le programme. On vous donne tout ce qu'on a, dans le fond. Puis ce que Francis voulait qu'on montre, c'est vraiment ça ici, qui sont les candidats qui sont privilégiés par le programme. Dans le fond, ça, on est allé récupérer toutes les données d'acceptation des années précédentes sur un maximum de programmes et on vous les mâche un peu, puis on vous les met ici là, pour que vous fassiez une idée assez rapidement de est-ce que ce programme-là est pour moi ou il priorise d'autres secteurs d'activité peut-être. Oui, exact. Oui, non, fait que ça, c'est un exemple essentiellement de toute l'information avec laquelle on travaille. Il va y avoir les documents, il va y avoir un paquet de choses. Mais je pensais que c'était quand même intéressant de la montrer. Veux-tu peut-être montrer maintenant qu'est-ce que je fais avec mes applications qui sont peut-être en parallèle en ce moment? Ben oui. Donc, une fois que vous avez ajouté des applications à vos favoris, dans le fond, il faut aller directement ici dans l'onglet « Mes subventions » pour faire un suivi. Ça permet non seulement de faire le suivi sur l'avancement des applications, mais ça vous permet aussi de les avoir sélectionnés ici, pour tout ce qui est reddition de compte, autant pour les subventions que pour vos rapports annuels. Fait que vous avez toutes les informations sur combien vous êtes allé chercher. C'est quoi les documents qui ont été utilisés. Tous les documents qui ont été utilisés. Il y a aussi, évidemment, il y a un nombre illimité. Évidemment, je sais pas si c'est évident. En fait, ça l'est pas du tout, mais il y a un nombre illimité d'utilisateurs qui peuvent travailler dans la même organisation. Fait que si on a de la collaboration à l'interne, hey, toi, il faut que tu t'occupes de tel dossier ou telle étape, ou c'est à ton tour de me trouver. On peut s'assigner ces choses-là. Puis
puis être capable de collaborer. Fait que ça vaut la peine, si on est dans un environnement comme n'importe quelle organisation ou entreprise qui va avoir des gens qui vont partir potentiellement, ben c'est important quand même d'avoir une base solide de connaissances. Puis c'est vraiment regroupé là, dans tout ce fichier d'application-là aussi. Et d'ailleurs, la collaboration fait partie des bonnes pratiques en rédaction de subventions. Probable. Plus on monte ça en équipe, meilleur est le dossier. Un autre outil de recherche, en fait, qu'on a puis qui peut vous aider à un peu naviguer le monde des subventions, là, c'est notre petit Charles AI avec lequel vous pouvez communiquer. Fait que disons que je veux lui demander, on a parlé de M4 tantôt, est-ce que le programme M4 fait que là, c'est pour moi? C'est ça, le but, c'est un peu de valider. Exact. OK, j'ai trouvé quelque chose. Ça semble intéressant. Je vais regarder, comment est-ce que je pourrais maximiser ou... j'ai pas mis M4. Est-ce que... tu veux-tu le refaire puis écrire oui. dedans? Je pense que ça serait plus simple. Fait que, l'objectif, c'est vraiment de valider est-ce qu'un programme particulier serait pertinent pour moi. Fait qu'on peut le remontrer. Là. Je pense que ça pourrait être pertinent de le réutiliser. Puis là, il va arriver avec tous les critères d'éligibilité dans sa base de connaissances, puis il va comparer vos informations d'entreprise avec ces différents critères-là pour aller déterminer là, à quel point vous êtes admissible à ce programme-là. Ouais, puis je pense... Fait que là, en ce moment, il est en train de voir est-ce que je suis admissible basé sur les données que j'ai déjà. J'ai pas forcément besoin de redonner les choses. Non, il est déjà au courant de toutes les données qu'on a stockées sur votre entreprise. Je pense qu'un autre cas qui peut être vraiment pertinent aussi, c'est quand j'ai une application que j'ai travaillée pour, par exemple, M4, ben je vais lui écrire, voici mon application, qu'est-ce que tu en penses? Comment est-ce que je peux la rendre encore plus pertinente, etc. C'est le même fonctionnement qu'un ChatGPT, sauf qu'évidemment, c'est ChatGPT qui est entraîné sur des données qui nous sont propres à nous, donc potentiellement avec plus de profondeur que ce que je pourrais utiliser. Oui, donc c'est un relecteur, en fait, que vous pouvez avoir. Un réviseur, un relecteur, etc. Puis ça, je pense que, on a notre service qu'on vient aider humainement avec ce que tu fais, Louis. On fait toute la planification, tout ça, mais c'est pas nous qui viennent soumettre les applications. C'est vraiment l'utilisateur essentiellement de la plateforme qui vient l'utiliser. Puis on pense que d'utiliser la donnée va éviter d'avoir des biais humains puis être capable de maximiser l'acceptation. Du moins, c'est ce qu'on a vu jusqu'à date. Mais c'est sûr que ça vient quand même avec un Louis en qui peut t'aider à revoir puis refaire ta structure. Mais c'est toujours l'approche, en fait, qu'on privilégie, là, d'avoir toujours... Est-ce que finalement, tu es éligible à M4? Oui. Dans le fond, il m'a vérifié toutes les caractéristiques du programme. Je suis situé au Québec. Je vois pas bien avec mon micro, mais un NEQ. J'ai un NEQ. Puis toutes les informations dans le fond qu'il y avait besoin pour vérifier ça étaient là. Ensuite, on peut développer cette conversation-là, aller dans plein de directions. Là. Vous voulez des recommandations de projets qui seront potentiellement éligibles, vous pouvez faire ça. Vous pouvez avoir des longues discussions tard le soir avec Charles AI. Non, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être utilisées là-dedans. Pour moi, valider est-ce que j'ai accès à tel programme en est une. Techniquement, je pourrais aussi faire ma recherche là-dessus. On va quand même recommander d'utiliser les filtres que tu montrais un peu plus tôt parce qu'on a plus de précision probablement. Je pense que c'est plus le fun aussi de chercher vraiment par soi-même ce genre de choses-là. Puis évidemment, tout ce qui est la révision de la V1 ou de la V10 de l'application que vous êtes en train de faire peut se faire via Charles, qui est l'assistant qui est inclus dans notre plateforme. Il y a beaucoup de questions qui sont accumulées, fait que peut-être que j'y répondrai. Il y en a, puis il y en a quelques-unes sur comment est-ce que je me fais notifier d'un nouveau, comment est-ce que tu sais que ce programme-là est pertinent pour moi si je ne l'ai pas déjà vu, etc. On a la section alerte. Évidemment, c'est pas la section la plus menue parce que c'est plus une sélection des préférences. Exact. Mais oui, nous, à tous les jours, plusieurs fois par jour même, je crois qu'on va aller chercher des nouvelles dans l'écosystème des incitatifs, des fonds qui sont disponibles sur la plateforme. Si on se rend compte qu'il y a quelque chose qui a changé, on va être capable d'interpréter quel est le changement. Puis si on trouve que c'est pertinent,
particulièrement tout ce qui touche au montant ou aux dates d'ouverture, de fermeture, aux annonces sur les dates. C'est quelque chose qu'on va envoyer. Il y a toute une sélection des préférences. Je peux aussi dire, envoie-moi tout ce qui est pertinent par rapport à mes critères ou mes filtres d'organisme comme tel, ou ça peut être spécifiquement ce programme-là, je veux le recevoir. Je sais qu'à tous les mois, on envoie le recap à toutes les semaines. Il y a comme un paquet de courriels comme ça qu'on peut recevoir. Puis il y a tout un module de sélection de ces préférences-là dans l'application. Mais un peu comme on parlait tantôt, c'est quand même le nerf de la guerre, le timing de la chose. Fait que c'est vraiment quelque chose... C'est probablement le module qui est le plus utilisé au final, c'est les alertes. Exact. Puis ce que tu n'as pas mentionné aussi, c'est que c'est des notifications qui sont filtrées. Fait que vous n'allez pas recevoir plein de choses qui ne sont pas en lien avec votre organisation puis avec votre mission, là. On applique les filtres en fonction de l'organisation. Fait qu'on vous pousse, on vous envoie le plus de courriels possible, mais le plus de courriels pertinents aussi pour vous. Parfait. Je pense qu'on peut revenir à la diapo. Il y a beaucoup de questions sur l'offre, tout ça. Donc, je pense que ça serait pertinent d'y répondre avec ce format-là. Fait que c'est possible de remettre mon écran. Merci, voilà. OK. On me demande, outre le frais annuel, est-ce qu'il y a un pourcentage de frais accessible ou quelle est la structure de coût? Elle est écrite ici, c'est-à-dire que c'est un coût unique pour un paiement, pour une entente annuelle sur laquelle vous allez pouvoir utiliser la plateforme pour l'année. Ça vient également avec une consultation de plan de match et un suivi par la suite, un support là, sur différentes applications que vous avez qui sont en cours avec une personne, mettons, comme Louis ou comme Florence. Et ça vous donne accès à la plateforme pour l'année avec l'ensemble des modules qu'on a regardés aujourd'hui. On a encore la plateforme, évidemment, gratuite, sauf qu'elle est limitée autant sur le nombre de programmes que je peux regarder, sur le type d'alerte que je peux recevoir, sur l'accès ou pas. La réponse est aucun accès pour Charlia. Il y a différentes choses comme ça. On pense que si une organisation est sérieuse, entre guillemets, dans l'obtention de fonds, elle devrait se doter de ça. Normalement, le coût est à 2400 $ par année. On fait une réduction en ce moment pour les OBNL. Vous y avez accès là, via le lien code QR qui vous sera envoyé après. On a aussi, bien évidemment, les tarifs qui sont écrits sur le site sont différents de ça, donc sont à 2400 pour l'année. Sinon, il y a une offre mensuelle également qui est à 249 $ par mois. Tout ça est encore accessible, évidemment, mais en tout cas, je vous recommanderais fortement de prendre l'abonnement annuel qui est comme à 50. Un bon rabais. C'est genre à 60% de rabais, exact. Puis ça vient avec vraiment la consultation humaine qui, à mon sens, est instrumentale dans avoir des résultats positifs dans la recherche. Après, il y a plusieurs questions. Je peux peut-être déjà commencer à y répondre. OK, si moi j'ai des gens dans mon organisme qui pourraient, est-ce qu'eux aussi peuvent utiliser la plateforme ou combien il y a d'utilisateurs? Je l'ai dit un peu plus tôt, mais je vais le redire. Donc, il y a un nombre illimité d'utilisateurs de la même organisation qui peuvent se joindre au compte. C'est-à-dire que si vous êtes 10 dans votre organisme à faire de la recherche de subventions, les 10 peuvent y avoir accès. Ils auront chacun leur utilisateur, mot de passe, etc. Mais ils pourront être invités dans la même équipe. Donc, ça, pour ça, c'est la première question. La deuxième, c'est si j'ai des membres puis je veux que chacun ait accès à cette plateforme-là, c'est possible. Je vous dirais, contactez-nous parce que pour ce type de projet-là, où est-ce qu'il y a peut-être multi-organisations autour d'un parapluie, si tu veux, de regroupement d'organisations, c'est quelque chose de possible, mais c'est pas quelque chose qui se fait directement sur le web par vous-même. Il faut qu'on en parle, puis il y a une tarification qui est spéciale pour ça. Comment chercher dans la banque de projets? À partir du descriptif sommaire d'un projet que l'on souhaiterait réaliser, je vous dirais assistant IA serait peut-être une bonne place où débuter. Fait que j'écris le plus de contenu que je peux là-dedans. Évidemment, ça utilise tous les modèles. Nous, c'est pas ChatGPT, c'est Opus, ou en tout cas, c'est le modèle de Claude qui est au moins équivalent à ChatGPT. Fait que, bon, supérieur. On va pas débattre de ça aujourd'hui, mais on a les capacités de l'IA moderne. Donc, on peut faire des recherches sur le web, on peut y poser des questions sur sa liste d'épicerie aussi, etc. C'est juste qu'évidemment, elle est accentuée sur la connaissance, la comparaison des programmes. Si vous lui dites d'ajouter des poivrons dans votre panier d'épicerie, ça se peut qu'il vous parle d'Emploi d'été Canada. Ça se peut qu'ils reviennent quand même sur Emploi d'été. Mais en fait, justement, je vous dirais, utilisez quand même les fils. Là, ils valent vraiment la peine. Là, déjà là, être capable de filtrer puis de passer de 4000 à 61 programmes, ça va déjà aider. C'est sûr que ce ne sera pas tous les 61 programmes qui sont adaptés à votre projet spécifiquement, mais définitivement, ça vous donne un entonnoir beaucoup plus simple et beaucoup plus digeste à passer au travers. Ouais.
Oui, exact. Il y avait des questions aussi sur l'IA. Est-ce que ça reste privé? De la même manière que si vous utilisez ces outils-là, ça va rester privé. Dans l'application, vous y avez accès à vos conversations précédentes. Je ne sais pas s'ils sont partagés à l'intérieur de l'organisation à d'autres utilisateurs. Je suis presque certain que c'est par utilisateur. Donc c'est ça, exact. Donc, mes conversations à moi vont m'être privées. Louis ne pourra pas voir les miennes, même si on est dans la même organisation. Une autre question qui était sur le site, il y a l'option de revenu mix où 50% gagné ou moins de 50% gagné. Pouvez-vous expliquer qu'est-ce que ça signifie? Dans le fond, c'est la question des revenus autonomes. Est-ce que vous recevez plus que 50% de votre budget annuel provient de fonds gouvernementaux ou est-ce que vous avez aussi des revenus autonomes, que ce soit des dons, des adhésions, des revenus de services que vous offrez? Donc, c'est vraiment la question de est-ce que vous générez des revenus de manière autonome ou est-ce que c'est le gouvernement qui finance principalement votre mission? Un exemple de revenu autonome, ce serait entre autres, dans le petit exemple qu'on s'est fait, là, les revenus de vente de billets pour la pièce de théâtre. Là. Ou de merch, peut-être, on sait ça. Moi, Exact. On a atteint l'heure, mais on a encore quelques minutes. Il nous reste 37 questions à répondre. En tout cas, moi, j'y répondrai. Je vois qu'il y a encore un peu plus que 500 personnes qui sont sur l'appel, donc je pense que ça vaudrait la peine de rester. Est-ce que c'est juste pour le Québec ou vous faites aussi pour l'Ontario? C'est Canada au complet. Ouais. Vous pouvez sélectionner que l'Ontario si ça vous intéresse. Donc, ça pour ça. L'application est disponible en anglais aussi. Oui, exact. C'est vrai. On a parlé, évidemment, on a partagé en français tout ça, mais ça pourrait être en anglais. Tout le contenu est bilingue. On pose la question, OK, est-ce qu'après ça, c'est 2400 $ par année l'année suivante? Techniquement, oui. On risque fortement de vous permettre de prolonger cette chose-là à l'intérieur de la prochaine année. Fait que restez au courant de ce qu'on fait, mais techniquement, oui, l'entente est pour cette année-ci à 1090 plus taxes. Après ça, ça reviendrait sous le format normal. Si Francis le dit, ça doit être vrai. Oui, c'est ça. Faites-moi confiance, c'est quelque chose qu'on veut tester. On ne pense pas que le prix qui a été initialement monté pour des entreprises privées devrait être le même pour des organismes. On est en train de travailler quelque chose qui est un peu plus durable. Je peux pas confirmer que ça va être aussi bas que ce qu'on a en ce moment dans cette offre-ci, mais c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose d'autre qui va être plus intéressant. OK. Est-ce que vous arrivez généralement à obtenir l'équivalent de vos coûts en subvention pour vos clients? La réponse est oui. Surtout pour la plateforme. Être capable d'aller vous chercher 1 000 $ supplémentaires, c'est peut-être même quelque chose qu'on pourrait vous garantir à un certain point. C'est pas le cas parce qu'évidemment, il y a des raisons évidentes pour ça. Mais oui, là, c'est tout à fait réaliste. On pense que c'est un prix qui est très, très, très accessible pour la valeur que je vais aller chercher comme organisme. Après ça, même si on allait chercher 100 000 $, on ne devrait quand même pas charger 50 000 pour le faire. Je pense que le prix qu'on a est noble, est fair, est dans le marché. Puis avec cette promotion-là, pour moi, on complète l'ensemble des enjeux qu'on peut adresser. Juste un stagiaire rembourse la plateforme. On a parlé du stagiaire, si on en trouve un, puis... vous achetez 4 plateformes, là. On a d'autres questions pour l'annuel. Donc, comme je vous dis, c'est quelque chose qui va rester d'avoir une offre qui est distincte et qui est évidemment moins chère pour les organismes. On ne peut pas tout de suite vous le garantir. Évidemment, si vous le souhaitez, entre vous et moi, vous pourriez vous inscrire puis déjà mettre une date de cancellation l'année suivante. Puis nous, au courant de l'année, on va vous recontacter pour pouvoir poursuivre avec vous, potentiellement avec une autre offre. Petit truc du pro, je ne sais pas si on se tire dans le pied en vous disant ça, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Yes, it's in English. Everything is in English. It's all bilingual. Fait que ça, c'est bon. Est-ce qu'on couvre les fondations aussi? La réponse est oui. Les entreprises qui financent des OBNL, ça, je ne sais pas. Évidemment, c'est une plateforme qui est évolutive. Là, on ajoute à toutes les semaines des mandataires de programmes. Fait que ça peut être une fondation ou un gouvernement ou un organisme quelconque. On en a parlé un peu plus tôt. C'est quelque chose qui est super vivant, le monde des incitatifs. Donc, au fur et à mesure qu'il y a de la nouveauté, on en ajoute. Puis c'est certain que j'ai une certitude que l'an prochain, on a plus de programmes que cette année. Oui. Puis le mois prochain aussi, puis la semaine prochaine aussi. Peut-être même demain. Probablement demain, en fait. Avant la fin de la journée, pourquoi pas? Exact. OK. Avez-vous un accompagnement après l'obtention de subventions, genre une aide à gérer plusieurs subventions simultanément? Je vous dirais, commencez avec la plateforme. Ça vient avec des sessions avec Louis qui va vous aider à y voir plus clair, à cibler les bons programmes. Puis après ça, il y a du support, que ce soit courriel ou téléphone, qui est ponctuel en fonction des applications que vous avez. Je dirais,
profitons de cette offre-là pour utiliser le plus possible Louis dans le service après l'identification. Il y a d'autres services qui peuvent s'offrir à vous si vous avez besoin d'aide pour une grande demande de subvention. Plus, ça sera vraiment du à la carte qui sera discuté avec vous. Mais je vous dirais que 90% de la job, selon moi, peut être fait dans le format actuel, selon l'offre qu'on a qui est là. C'est sûr que, tu sais, comme je disais, tout ce qui est l'application, la reddition de compte, on la laisse aux organismes comme tel à faire parce qu'il y a beaucoup plus de facilité là-dedans. Par contre, on donne les bons outils pour ne pas perdre son temps puis le faire de manière très efficace. OK, si vous avez 3 arguments... Oh, ça, j'aime ça, j'ai pas lu la fin, mais si vous aviez 3 arguments béton pour convaincre les membres de notre CA d'investir dans la plateforme, quels seraient-ils? On focus sur 3 ou sur la qualité? En tout cas, on y reviendra. Qu'est-ce que vos nouveaux clients disent sur leur expérience utilisateur? Je pense qu'on arrive avec vraiment une approche qui est rafraîchissante dans le domaine au niveau de comment est-ce qu'on vient présenter l'information. Je reviens sur l'annuaire, il y a beaucoup trop de programmes. Tu sais, on a perdu le fil, je pense, dans la société en général de juste comme créer du contenu, créer des programmes, puis après ça, il y a des sites qui ne font qu'amasser cette information-là. Puis on ne sait pas trop comment utiliser cet outil-là, on n'est pas vraiment capable de le capitaliser. Je pense qu'on a vraiment le meilleur des deux mondes entre l'hybride, du service humain, l'expertise réelle, terrain là, qu'on a acquis. Je ne sais pas combien vous avez déposé de demandes de subventions, vous deux particulièrement, mais tu sais, j'ai pas compté, honnêtement. C'est élevé, là, puis c'est pour des millions, pour différents cas, différents domaines, etc. Cette expertise-là, ben, elle vient se répliquer dans le service qu'on donne, mais aussi par le fait même via l'application, les données puis l'expérience qu'on a développée. Initialement, cette application-là était faite pour vous, à l'interne. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ouais. On a développé ça pour nous être plus efficaces, puis nous, on peut s'entendre pour dire qu'on est probablement la place qui dépose le plus de subventions au Québec. Surtout par personne. Par personne, ouais. Tu sais. Moi, je peux dire, par exemple, que moi, là, si tu es à l'âge que je partage, 2 à 4 par semaine que je vais déposer moi-même. Là. Fait qu'imaginez, là, avec toute l'équipe qu'on a, là, c'est de la paperasse qui sort. À l'époque, quand tu étais gestionnaire, t'en déposais combien? Quand j'étais en OBNL, j'en déposais 12-13 par année, une par mois. C'est ça. Fait ultimement, bref, cet outil-là est fait pour les gens de l'industrie, les gens qui ne font que déposer. Nous, on mange des subventions ici. J'en parlais tantôt à Louis. Je regardais l'application qu'on a, puis c'est tellement intense. On adore, on aime tellement la manière de modéliser ces données-là, puis de faire plus avec moins. Fait que je vous dirais que probablement que le résultat que vous allez avoir avec notre application va être beaucoup plus conséquente que la plupart de ce qui est sur le marché, juste par le fait que l'intention initiale de le développer, c'était de l'utiliser. On ne l'a pas développé parce qu'on voulait donner un répertoire, on l'a utilisé parce qu'il fallait qu'on dépose des subventions pour nos clients. Puis c'est quelque chose qu'on fait. Ça continue d'être dans nos orientations de développement aussi, de tester à l'interne, de voir est-ce que c'est utile, est-ce que nos utilisateurs si les consultantes de l'équipe ne voient pas de valeur à ce qu'on développe un module pour leurs propres applications, pour leurs clients, on va pas le développer. C'est tout simple que ça. Fait que Charles IA est au moins utilisé autant par nos équipes à l'interne que par nos clients à l'externe sur la plateforme. Je pense que c'est un bon exemple de ça. OK, on a perdu le fil avec les 3 arguments béton. Il n'y en avait pas 3, désolé pour ça. Je pense qu'il y en avait 10 dans ce que tu as dit. Là. Fait que je pense qu'on est OK, les MRC, les villes, les chambres de commerce qui accompagnent des entreprises, est-ce qu'ils peuvent être accompagnés avec la plateforme? La réponse est oui, puisqu'il y a des programmes également pour eux. S'il y a une histoire de le promouvoir à l'ensemble de leurs membres ou de leurs clients, au dépendamment de leur structure, je vous dirais, parlez-nous, puis on va pouvoir regarder ça. C'est déjà quelque chose qu'on a fait là, avec différentes chambres aussi. Actuellement avec différentes MRC, municipalités qui veulent faire accompagner leurs entreprises locales puis les orienter vers les bons programmes. Oui, exact. OK. OK. Est-ce que ça vaut la peine, même si nous sommes une organisation religieuse, le rapport étant le renforcement de la laïcité? Je dirais que oui. Oui, je dirais que les organismes à vocation religieuse vont peut-être avoir un peu plus de difficultés au niveau des fonds gouvernementaux, mais au niveau des fonds de fondation, pourraient aussi trouver leur corde à leur arc. Fait encore une fois, toutes les raisons sociales ont du financement à aller chercher. Il sera peut-être pas juste de la même origine. OK, parfait. OK, et ça, c'est des questions qui sont très spécifiques. Je pense que le plus simple... En fait, je vais répondre aux autres qui sont plus larges, puis après ça, on ira dans le plus spécifique. Combien de temps dure la promotion? Je crois qu'on la termine au 1er février.
Ce qu'il faudrait confirmer, là, si c'est 1er février ou c'est au courant de la semaine, mais c'est imminent, là, je crois. Je suis presque sûr que tu peux prendre la décision maintenant. Là. OK, c'est ça. En tout cas, ben non, parce que c'est notre équipe marketing, puis je veux pas dire n'importe quoi on air comme ça. D'après moi, en tout cas, elle vous sera envoyée qu'à vous, ça c'est certain. Les gens qui se sont inscrits au webinaire, fait que je vous dirais, utilisez-la. Que ce soit au début février ou début mars, elle va être limitée à l'exposition essentiellement des gens qui vont y avoir accès. Fait que je pense que c'est plus comme ça. Faut l'utiliser. C'est une offre limitée, ça c'est clair. On me dit en fait à l'écran que ça va se terminer dans 1 mois. Alors dans 30 jours. Okay. C'est bon, voilà. Pour laisser le temps, vous laissez le temps de consulter vos CA. Là, je pense que c'est exact, parce qu'il y a une autre question. En fait, je pense que c'est la même personne qui m'a posé la question. Mais si je veux convaincre notre direction, quels sont concrètement les grands avantages de se procurer votre plateforme service versus celle-ci? Il faudrait que je vois c'est quoi l'alternative. Parce qu'on dirait que je la saisis pas dans la question. Je dirais que, à mon avis, que vous utilisiez ou que vous maximisiez ou pas les subventions ou les incitatifs en ce moment, il y a soit une occasion d'être plus efficace dans le cas où est-ce que vous les utilisez énormément, ou si vous ne les utilisez pas, d'aller ajouter des nouveaux fonds à votre arc avec cette plateforme-là. Fait que, dépendamment de quel secteur est-ce que vous couvrez, on pourrait avoir des arguments pour l'un ou pour l'autre. Mais je rajouterais par contre que dans tous les cas, on parle vraiment de l'optimisation des ressources. C'est vraiment ça, parce que lorsqu'on fait des recherches avec Google ou ChatGPT, on va avoir des résultats qui sont souvent pas adaptés, et donc la quantité de temps que ça va nous prendre à faire des recherches pour trouver un programme qui est adapté à notre projet, puis ça, je parle en connaissance de cause. Des fois, je peux passer du 8, du 10, du 16 heures sur une recherche pour pouvoir trouver un programme. Bien, ça, c'est du temps que je ne peux pas passer à développer des partenariats, à monter des projets, à monter du narratif, puis à monter un bon dossier de subvention pour pouvoir déposer. Donc, un des gros avantages, c'est de pouvoir utiliser vos ressources sur des tâches à beaucoup plus forte valeur ajoutée, donc dans monter un bon dossier, bien desservir votre population et non juste à faire de la recherche. On s'occupe de la veille, dans le fond. On s'occupe de la veille, puis on vous transmet l'information à travers nos notifications. Ouais, OK. J'ai beaucoup cherché dessus. J'en ai des intéressantes, fait que je vous coupe, OK? Bon, il y a une autre question. Mon OBNL n'utilise que des travailleurs autonomes. Est-ce que ce serait recommandé d'avoir plutôt un employé? Encore une fois, ça, c'est vraiment le bon type de discussion à avoir avec Charles IA, définitivement, par rapport à certaines subventions. Si ça donne que vous n'êtes même pas éligible à l'emploi d'été Canada, puis ce genre de subventions-là, peut-être qu'il va vous dire votre structure est correcte. Fait à double vérifier avec l'assistant IA. J'ai beaucoup cherché des subventions pour rénover 3 logements permanents abordables pour personnes déficientes avec des déficiences intellectuelles. Tout semble fermé en ce moment. Avez-vous des suggestions qui ne requièrent pas de nouvelles acquisitions? Vite de même, en ce moment, moi, je pense... Moi, ce que je dirais, c'est que ça vaut la peine de faire une recherche par rapport à ça. C'est sûr que des fois, les programmes, ils ouvrent et ils ferment. C'est pas parce que j'ai un projet maintenant qu'il y a un fonds qui est ouvert maintenant. Des fois, ça peut être dans 3 mois, dans 6 mois. Exact. Donc, à un certain point, il faut le plus possible planifier à l'avance pour être capable d'être prêt lorsque le programme pertinent va ouvrir. Je pense que c'est ça, en fait, la clé du succès à ce niveau-là. C'est que justement, si on fait juste regarder qu'est-ce qui est ouvert en ce moment, mais on trouvera peut-être pas quelque chose qui est parfaitement adapté. Mais si on le planifie dans le temps, ben là, on se donne beaucoup plus de chances. Ouais, puis je pense un truc qui est pertinent, que je ramène à la plateforme, c'est que je peux voir c'est quoi la dernière date d'ouverture du programme. C'était quoi c'est quoi le timeline essentiellement qu'on connaît de ce programme-là? Si je vois que typiquement ça ouvre à tous les mars puis qu'on est en février, peut-être ça vaut la peine d'attendre. Si je suis en avril, puis il faut que j'attende à la prochaine année, ben au moins je suis capable d'avancer. Parce que je pense qu'il y a aussi quelque chose qui arrive, c'est que les gens attendent, on est des fois immobilisés un peu par ces programmes-là. Si on a l'aperçu complet de qu'est-ce qui va ouvrir, quand est-ce, c'est quoi les données historiques sur ces choses-là, on est capable de dire, hey, tu sais quoi, celui-là, on le fait sans subvention, on roule parce que pour nous, c'est plus important de débuter maintenant que d'attendre. C'est correct, cette fonction-là. Pour moi, on a quand même aidé notre client à être capable de décider c'est quoi les priorités de ses projets en fonction de ce qui est ouvert. Puis si, au contraire, il va voir que si ça ouvre imminemment, bien, potentiellement que là, on va les avoir aidés à sécuriser. Le point que je rajouterais aussi, c'est que des fois, on a un projet qui va nous coûter 200, 300, 400, 500 000, puis on regarde uniquement dans les programmes de financement qui vont nous permettre d'aller le financer au complet. Mais des fois,
ces programmes-là, justement, sont pas ouverts au moment où on en a besoin, où il y en a pas, ça peut valoir la peine des fois de faire des recherches au travers de plus petits programmes, au travers de fondations qui offrent des plus petites sommes, puis d'essayer d'aller faire un peu la ronde de lait, d'aller collecter un 20 000 par-ci, un 50 000 par-là. Puis des fois, mais c'est au travers de cette réunion de tous ces financements-là qu'on est capable de financer notre projet. Même que souvent, dès qu'on débloque le premier financement pour un projet, ben, ça nous aide à débloquer le deuxième puis le troisième. Exact. Parce que ça réduit le risque. Ouais. Puis parce que le gouvernement veut pas, ou le bailleur de fonds, lui, ne veut pas trop prendre de risques. Il veut un projet qui va se réaliser. Donc, plus on a de partenaires dans le financement du projet, ben, mieux c'est pour les chances de succès de ce projet-là. Ouais. Donc, ça vaut la peine, dans le cas que l'auditeur parle, d'aller regarder au niveau des plus petits programmes de financement, au niveau des fondations. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher un 20, un 30, un 50 000 par-ci pour nous démarrer un peu? Oui, 100%. C'est vraiment ce qu'on veut dire par se bâtir un momentum dans son projet qui va maximiser tout le reste après. Des questions sur le type d'abonnement. Si je prends un mois, mettons 249, est-ce que avons-nous un accompagnement avec une vraie personne? La réponse est non. C'est-à-dire qu'il faut prendre l'entente annuelle pour ça. On pense justement que c'est une des raisons qui justifie encore plus le prix pour ça. Fait que la réponse est non. Vous pouvez toujours après convertir sur un annuel si vous voulez vraiment tester la plateforme. Il n'y a pas d'essai gratuit. Là, ça serait vraiment de débuter avec un abonnement mensuel. J'ai une autre question. Est-ce que vous avez des SDC qui utilisent votre plateforme? Personnellement, je ne le sais pas puisque je ne suis pas au courant de 100% des clients qu'on a. Dans tous les cas, on ne pourrait pas y répondre parce qu'on a quand même des ententes de confidentialité. Mais est-ce que les sociétés de développement communautaire pourraient... Elles pourraient, absolument. Définitivement. Oui, oui. Merci, Florence, de m'avoir corrigé. Société de développement commercial, pardon. C'est quoi la plus-value versus Fundica? On n'est vraiment pas ici, je pense, pour se comparer à d'autres. Fait que je ne veux pas vraiment aller là-dedans. Je vous dirais la première différence, c'est que Fundica vend à des sociétés qui veulent générer des opportunités pour leur propre société. Fait que, par exemple, sur Desjardins, qui est un des clients à Fundica, ben Desjardins paie Fundica, ce n'est pas le client qui paie. Puis la raison, c'est parce que Desjardins veut plugger beaucoup de boutons qui disent « Hey, avec ta subvention, veux-tu un prêt? » Bien, le but de Fundica, à ce moment-là, devient de servir Desjardins et non le client final, ce qui nous différencie drastiquement. Fait que nous, on veut vraiment s'assurer que la donnée qu'on montre de subvention, elle est adéquate, elle correspond aux vrais besoins. On est capable de faire quelque chose avec. Fait que je reprends l'annuaire versus le téléphone. Fait que je dirais que c'est des différences fondamentales avec Fundica. Fundica est gratuit, par contre, fait que c'est le fun, mais on s'entend qu'au niveau de qu'est-ce que je peux faire avec cette donnée-là, je pense qu'on est quelques étapes. Tu as commencé en disant « je veux pas qu'on se compare ». Merci, Louis. OK, super, on avance. On rit de moi, fait que regarde, ça va être ça. OK. Bon, on a parlé d'optimisation de notre CRM, gestion de comptabilité, les membres avec plusieurs recherches. Je vois aucun programme, mais tu vois, mon succès numérique, là, pour moi, fitterait à 100% là-dedans. Ça va ouvrir bientôt. C'est le genre de choses que si tu regardes en ce moment, ben mon succès numérique est fermé. Fait que tu le sais pas, ou en tout cas, ça semble un peu compliqué. Nous, mais ça a été annoncé. Parfait. Fait que là, si tu es au courant ou si du moins tu es sur l'application, tu reçois l'alerte, mais tu vas savoir que c'est annoncé, tu vas voir c'est quoi le programme ou du moins les informations qu'on a sur le programme, potentiellement des versions antérieures, puis commencer à préparer ton projet. Dans le cas de mon succès numérique, je pense que ça a même été annoncé, c'est quoi qui allait être admissible ou du moins on a beaucoup d'informations quand même, fait que tant mieux pour ça. OK, on œuvre en agriculture. Régulièrement, on nous recommande de passer par le MAPAC, puis Agroalimentaire Canada ou Agriculture Canada. Est-ce qu'il y aurait d'autres offres de subventions pour notre OBNL? Ben, on ne touche pas du tout le secteur des fondations. Il faudrait qu'on comprenne un peu plus qu'est-ce que l'organisme fait. En fait, la question, c'est qu'est-ce que ton organisme fait? C'est quoi les projets que tu vas mettre de l'avant? Parce que la réponse, c'est oui, il va y avoir d'autres bailleurs de fonds qui peuvent t'aider. Mais là, la question, c'est est-ce que tu as une population en particulier, par exemple? Est-ce que tu soutiens l'intégration des femmes en agriculture? Est-ce que tu soutiens... Il y a beaucoup de sous-questions, en fait, qu'il faudrait poser pour regarder, mais c'est quoi notre paramètre, notre lunette d'analyse? Puis, mais c'est sûr que la réponse est oui, il y a d'autres choses que juste ces deux-là. Ces deux-là sont les principaux pour votre secteur d'activité, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres choses. Puis ce qui est souvent intéressant de faire aussi comme activité, c'est d'aller voir au niveau plus local, puis au niveau aussi plus élevé de gouvernement, voir ce qui est disponible. Le MAPAC, c'est souvent recommandé pour les entreprises agricoles puis les organisations qui évoluent dans ce milieu-là. Mais il y a d'autres organismes à différents niveaux là, qui supportent ces activités-là. Surtout si vous êtes dans une région éloignée, c'est sûr que votre MRC a des projets pour supporter ça.
OK, j'avais des questions sur les chambres de commerce, on en a parlé, donc oui, on peut les aider, que ce soit pour elles ou pour leurs membres. Comment est-ce que vous faites pour évaluer qu'un OBNL a réussi une campagne auprès d'une fondation? On l'a dit un peu plus tôt, mais essentiellement, c'est toutes des données qui sont publiques. Après ça, la poursuite de la question, c'est comment savoir si ça a été un succès. Il faudrait définir le mot succès. Nous, on va vraiment s'attarder à qui a eu les fonds, essentiellement. Après ça, qu'est-ce que la personne a fait avec? Est-ce que son projet a été porteur ou pas? Malheureusement, on n'a pas accès à ces données-là, mais on ne pense pas que ça a une incidence réelle sur nos recommandations qui viennent par la suite. Fait que ça, j'y réponds aussi. Référencez-vous aussi des fondations des entreprises hors Canada qui financent des OBNL ici? La réponse est non, je crois. Est-ce qu'on a des mandataires de programmes qui sont ailleurs qu'au Canada qui sont sur la plateforme? Peu. Il y en a quelques-uns? OK. Je ne considérerais pas, je pense pas qu'on ait la référence pour ça tout de même. Ça sera des choses qui vont s'ajouter au courant. Il y en aura plus demain qu'il y en a aujourd'hui. Encore il y en a une fois. plus aujourd'hui qu'il y en avait hier. Définitivement. OK, ça, on en a parlé. J'ai une question. OK. La Fédération du théâtre amateur m'a informé qu'il n'y avait pas de subvention pour les troupes de théâtre amateurs qui ont des comédiens bénévoles, car les gouvernements cherchent à valoriser le théâtre professionnel. Est-ce véridique? On ne pourrait pas vous revenir pour la raison que le gouvernement a donnée, là, ça, je crois. Encore une fois, si c'est des bénévoles, ben là, il va y avoir tout ce qui est subvention salariale, évidemment, sera pas apporté. Mais des fois, du financement pour la production, ça va encore une fois vraiment dépendre là, du type spécifique de production. Est-ce que vous êtes issu d'une communauté spécifique? Toutes ces questions-là sont toujours importantes là, pour savoir quel type de soutien existe. Puis encore une fois, c'est pas parce que le gouvernement n'en offre pas qu'il n'y en a pas ailleurs. Ouais. OK. Les organisations qui travaillent sur la protection de l'environnement sans frontières, comment évaluez-vous l'intérêt et la valeur de leur impact au niveau local, national, sachant que les effets des changements climatiques nous concernent tous? Mais c'est pas nous, essentiellement, qui vient décider est-ce que les programmes se font accepter ou pas. Là. Je sais pas si c'est ça la question. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que tu peux répéter la question? En fait, je pense que ça va. Essentiellement, c'est comment est-ce qu'on fait pour évaluer l'intérêt et la valeur des impacts de ce type de projet-là sur la protection de l'environnement, par par exemple? exemple. Du type de projet, mais chaque type de projet a ses indicateurs clés classiques qu'on peut mettre de l'avant. Donc, par exemple, si c'est une campagne de sensibilisation, on va regarder combien de visionnements, combien de clics. Qui est-ce que ça a touché? Etc. Ça va être ce genre de choses-là, ou même des fois des sondages. Est-ce que ça a changé des comportements chez certaines personnes? Ça, c'est le genre d'indicateur clé qu'on peut aller regarder. Si c'est un programme de formation, bien là, à ce moment-là, combien de personnes ont été formées? Donc, toujours est une question. En fait, les indicateurs clés vont beaucoup plus être au niveau du type de projet que du secteur d'activité. Oui, définitivement. Ouais. OK. Parfait. On converge. Il y a quand même 230 personnes qui sont là en ce moment. Fait que si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser tout de suite. J'en ai une dernière qui est... peut-être pas une dernière en fait, mais est-ce que vous faites des essais gratuits pour tester la plateforme? La réponse c'est non. On pense que l'information qui est là est suffisante pour justifier les coûts qui sont sur la plateforme. Il y a aussi tout l'enjeu de notre donnée ou la plateforme, c'est la valeur de ce qu'on offre. Puis fait qu'on veut pas la rendre accessible à quelqu'un qui pourrait tout simplement partir avec cette information-là sans qu'on y touche une rétribution. Évidemment, quand il arrive un enjeu quelconque, il n'y a aucune subvention qui est disponible, tout ça, je veux dire, on est parlable, puis on s'arrange avec la personne, puis on vient compenser. Le but, c'est vraiment pas de capturer avant en cachant quoi que ce soit. C'est juste que c'est ça le modèle d'affaires qu'on a choisi. Puis on pense qu'avec l'offre qu'on dévoile aujourd'hui pour les OBNL, on est super intéressant dans le marché. Fait qu'on n'a pas vraiment de crainte avec ça. Je suis prêt à mettre ma main au feu qu'il va y avoir quelque chose pour chacun des clients. Je serais vraiment très surprise s'il n'y avait rien du tout. Je suis d'accord avec toi. On va t'y tenir, Florence. Écoute, c'est quelque chose, appelez-moi, je vais checker pour vous. Là. Parfait. Combien coûte un accompagnement par un de vos conseillers? Je vous dirais, prenez la plateforme, c'est 1090 par année. Vous avez accès à notre service conseil d'une manière limitée, mais qui, à mon sens, est vraiment suffisante pour débuter, pour avoir un aperçu, un deuxième regard, etc. Fait que l'offre qu'on a, pour moi, elle devrait être la conséquente. Si après ça, on voit qu'il y a un besoin particulier, pour une situation particulière, on avisera. Mais pour l'instant, je pense vraiment que c'est un bon point d'entrée. Est-ce qu'il existe un onglet pour les subventions spécifiquement pour le fonctionnement ou la mission? Essentiellement, oui, dans les filtres, vous allez pouvoir cibler l'un ou l'autre de ces filtres ou l'entièreté des filtres en même temps. Fait que ce sera possible pour vous de filtrer de cette manière-là.
OK. OK, on dit, je vois un abonnement gratuit sur votre site. Essentiellement, c'est la plateforme gratuite qui n'est pas celle qu'on a présentée aujourd'hui, qui a un accès limité sur le nombre de subventions que vous pouvez voir. Fait que oui, effectivement, vous pouvez vous abonner à cette version gratuite-là. C'est juste qu'elle ne comprend pas l'entièreté des choses qu'on a regardées aujourd'hui. Elle est limitée sur l'ensemble de ces modules-là ou tout simplement pas disponible. OK. Là, vous voyez, Emmanuel me revient avec convaincre sa direction. OK. Fait que, quels sont concrètement les grands avantages de se procurer votre plateforme versus celle-ci qui est subventionquebec.net? Je crois que c'est... Je ne connais pas tout par cœur personnellement, mais je crois que c'est le guide des subventions du Québec. Oui. Veux-tu y répondre, Louis, là-dessus? Je l'ai reçu pour Noël, le guide des subventions. Oui. Dans le fond, le guide des subventions est statique. Dans le fond, il est mis à jour progressivement. Vous l'achetez une fois, puis vous payez le montant. Vous l'avez... C'est un PDF, dans le fond, que vous acquérez qui est complètement statique, qui n'est jamais mis à jour. Fait que la principale, en plus de tous les modules supplémentaires qu'on offre, la principale avantage de notre côté, c'est qu'on met à jour nos programmes, puis on vous donne cette information-là avec l'abonnement. Merveilleux. Si ça ne répond pas à la question, Emmanuel, n'hésitez pas à en reposer parce qu'on est d'accord avec vous que ce serait important de convaincre votre comité de direction. OK. Y a-t-il de l'aide pour la mise en place des budgets? Je crois que ça fait partie de l'aide que ton équipe va donner, right, Louis, de définir les budgets qui sont les plus intéressants à maximiser. Donc, la réponse est oui. Puis je vous dirais, l'assistant IA peut encore une fois être une très bonne porte d'entrée pour ça. OK. Lors d'une demande de subvention, est-ce que je peux être pénalisé si mon organisme rend plusieurs services à la population? Je ne crois pas. Du moins, ça va vraiment dépendre Pas nécessairement. du positionnement. Majoritairement. En fait, eux, ce qu'ils vont regarder, c'est la valeur du projet, premièrement. Donc, est-ce que le projet répond aux objectifs du bailleur de fonds? Ensuite, est-ce que l'organisme a une expertise? Donc, c'est peut-être là où ça pourrait faire mal. C'est si vous n'êtes pas en mesure de démontrer comment vous avez vraiment l'expertise pour mener à bien ce projet-là. Mais ça se définit bien, là. Je veux dire, on parle du leadership, on parle de l'expérience, etc. Ça se justifie. Donc, en fait, moi, je dirais plus, c'est dans la qualité du montage du dossier qui va peut-être venir vous pénaliser, pas tant dans votre profil d'organisme. Ouais, je suis d'accord avec ça. Lorsque vous dites abonnement annuel avec accompagnement avec Louis, je présume que son horaire est chargé et qu'avec ces près de 2000 personnes aujourd'hui qui ont participé à la rencontre, est-ce que ça signifie que l'accompagnement est ponctuel? C'est sûr qu'il y a un accompagnement de départ, fait qu'au moins un par personne. Après ça, va dépendre un peu de l'importance, de l'urgence de la situation. Si on a des programmes, en ce moment, il y a un programme qui ferme, qui est particulier, mais on va être capable d'être plus disponible pour ce type de client-là. Il y a des sessions informatives qui sont à toutes les semaines, où est-ce que c'est littéralement, c'est un peu le même format qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que vous arrivez dans la session, vous posez des questions, Louis ou quelqu'un de son équipe est là, puis il peut y répondre. On peut vous mettre dans des breakout rooms qu'on appelle, c'est-à-dire dans une salle avec moins de personnes ou sur un sujet particulier. Il y a aussi des sessions qui sont sur des programmes particuliers en fonction de la saisonnalité, du moins, ou de qu'est-ce qui arrive. Fait que je vous dirais, c'est sûr que plus on grandit, plus Louis est occupé. Par contre, on a la chance d'avoir plus qu'une personne comme Louis chez nous. Fait que je vous dirais, à l'heure actuelle, c'est sûr qu'on s'attend à avoir plus de gens, mais probablement on va être capable de donner un service qui est super adapté à tout le monde. Comme je vous dis, les sessions récurrentes, elles sont récurrentes. Vous y avez toujours accès, vous pouvez y venir. Donc, ça pourrait être super pertinent pour vous de le faire. Et donc, on est capable de vous confirmer que ce ne sera pas qu'une seule fois que vous allez avoir la chance d'entendre la voix radiophonique à Louis. OK. Bon, il y a des suggestions, là. Est-ce qu'on peut même faire un rapport sur les OBNL, tout ça? C'est dans les plans de donner de l'information de cette manière-là. Fait que oui, merci pour la proposition. Je pense qu'on a couvert pas mal l'entièreté des questions. Avez-vous autre chose que vous souhaitez indiquer aux gens qui sont là en ce moment? J'ai aimé ce webinaire. C'était le fun, pour vrai? Ben oui. On est à 138 questions répondues. Oh, quand même. Pire, ça. C'est un record. Évidemment, merci aux gens de la régie qui ont répondu pour celles qu'on avait déjà répondu, tout ça. Si je peux avoir le mot de la fin, merci d'avoir été avec nous. Comme j'ai dit un peu plus tôt, vous allez recevoir une confirmation par courriel là, qui vous envoie le récapitulatif d'aujourd'hui. Vous allez avoir la vidéo. Évidemment, l'offre va être encore disponible dans le courriel.
j'ose croire que c'est très compétitif ce qu'on offre en ce moment. Si vous avez des questions sur les modalités de l'offre, etc., faites juste répondre au courriel que vous avez. On a une équipe ici qui est super disponible et qui va vous aider à y voir plus clair. Alors voilà, merci tout le monde. Merci à vous deux Merci aujourd'hui. à vous. Merci.